LVMH est partout, dans nos flûtes, sur nos poignets, dans nos rues, et même nos musées. Il façonne le goût, il fabrique l'idée même du luxe. Intouchable? Oui. Mais à quel prix? Peut-on vraiment régner sur le désir sans en trahir l'essence? Bienvenue dans un monde où chaque sac raconte une légende. Chaque flacon capture un instant d'éternité. Et chaque logo vaut des milliards. Ce monde, c'est celui de LVMH. LVMH, ce n'est pas une marque. C'est 75 maisons de luxe dans la mode, la joaillerie, les spiritueux, l'hôtellerie, la cosmétique. En 2024, le groupe a généré 84,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Présent dans plus de 70 pays, il possède plus de 6300 points de vente à travers le monde. 200 000 employés, 5 secteurs d'activité et une seule ambition: dominer l'univers du luxe. Dans l'imaginaire collectif, LVMH incarne le savoir-faire français, la précision d'un artisan joaillier, l'élégance d'un couturier parisien, l'audace d'un parfumeur visionnaire. Le luxe n'est pas qu'un produit, c'est une promesse d'excellence. Et LVMH, c'est cette promesse industrialisée. Mais cette surface étincelante masque une guerre silencieuse, une conquête orchestrée dans l'ombre. Car si LVMH règne aujourd'hui, c'est qu'il a su écraser hier. Mais quelle est l'histoire cachée derrière le logo? 1984. La France est en pleine mutation économique. Un homme d'affaires discret rachète une entreprise en difficulté, Christian Dior. Il s'appelle Bernard Arnault. Et, franchement, ce rachat va changer l'histoire du luxe. Né à Roubaix en 1949, ingénieur de formation, Arnault n'est pas un esthète. Il est stratège. Il comprend que le luxe, ce n'est pas qu'un produit, c'est une perception. Très vite, il impose une vision. Mondialiser le savoir-faire français, standardiser l'exclusivité. En 1987, il orchestre la fusion de Moet Hennessy et Louis Vuitton. LVMH est né. Bernard Arnault devient président-directeur général et ne quittera plus jamais ce poste. Sous son impulsion, LVMH devient un empire. Sa méthode? La croissance externe. Acheter des marques iconiques, les restructurer et les faire briller à nouveau. En 1999, il rachète Sephora, puis Fendi, puis Bulgari. En 2021, il signe l'un des plus gros rachats de l'histoire du luxe, Tiffany & Co, pour 15,8 milliards de dollars. À chaque fois, le processus est le même. Intégrer la marque à l'écosystème LVMH sans la dénaturer, mais en y injectant les ressources du groupe, capital, savoir-faire logistique, force marketing. L'objectif? Couvrir tous les segments du luxe, mode, maroquinerie, joaillerie, cosmétique, hôtellerie, spiritueux. Bernard Arnault ne vend pas des produits, il vend un univers complet, et chaque acquisition est un morceau de ce puzzle. Cette stratégie lui permet de bloquer la concurrence, mais surtout, de devenir incontournable. Mais un empire n'a de valeur que s'il survit à son fondateur. Depuis plusieurs années, Bernard Arnault prépare sa succession. Ses 5 enfants occupent aujourd'hui des postes clés dans les différentes branches du groupe. Delphine Arnault est à la tête de Dior. Antoine Arnault gère la communication du groupe et Berluti. Alexandre, Frédéric et Jean sont tous impliqués dans des marques stratégiques, de Tiffany à Tag Heuer. Cette répartition n'est pas qu'un geste symbolique. Elle révèle une volonté claire: construire une dynastie. Le luxe est un héritage. Arnault veut que son empire le devienne aussi. Mais derrière cette gestion familiale se cache une exigence redoutable. Les enfants sont formés comme des dirigeants, pas comme des héritiers. Chez LVMH, le sang ne suffit pas. Il faut des résultats. Bernard Arnault est réputé pour son style de management. Direct, précis, exigeant. Il ne délègue que ce qu'il contrôle. Il connaît chaque marque, chaque chiffre, chaque détail. Son obsession, l'excellence. Sa boussole, la performance. Il n'impose pas une vision unique. Il orchestre un écosystème. Et il le pilote comme un chef d'orchestre ou comme un maître d'échecs. Bernard Arnault a transformé LVMH en la première puissance mondiale du luxe. Mais il a surtout redéfini le luxe lui-même. Un empire bâti non seulement sur des marques, mais sur une stratégie. Et tant que cette stratégie fonctionne, LVMH restera intouchable. Soyons clairs, LVMH ne vend pas juste des sacs, des montres ou des parfums. Il vend un système, un modèle parfaitement huilé. Derrière l'éclat de ses vitrines, il y a une machine silencieuse et implacable.
invisible pour la plupart, mais présente dans chaque décision. Et cette machine est bâtie sur une règle fondamentale, tout contrôler. Parlons de l'intégration verticale, du vignoble à la bouteille, de l'atelier au défilé. Chez LVMH, tout est intégré. Prenez le champagne. Moët en Chandon cultive ses propres raisins, élabore le vin dans ses propres caves, le met en bouteille et le distribue via son propre réseau. Dans la mode, Louis Vuitton possède les ateliers, forme ses artisans, gère la logistique et vend uniquement dans ses propres boutiques. Le résultat, la qualité est garantie, la rareté est gérée et les marges sont maximisées. Mais ce n'est pas juste de l'efficacité, c'est une structure militaire au service du luxe. Pas de dépendance aux sous-traitants ou aux distributeurs tiers. LVMH ne fait confiance qu'à LVMH. Maintenant, la distribution. Vous ne verrez jamais un sac Louis Vuitton en solde. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Les produits LVMH sont vendus presque exclusivement dans leur propre boutique ou via des plateformes ultra contrôlées. Cette stratégie signifie un contrôle total sur l'image, le prix et l'expérience client. Chaque magasin est une performance. L'architecture, l'éclairage, même le parfum et la musique sont planifiés à la perfection. Acheter du LVMH, ce n'est pas juste faire du shopping, c'est une immersion dans l'univers de la marque. Dans ce théâtre du luxe, LVMH est le metteur en scène, le régisseur, et même, il possède tout le théâtre. La communication, verrouillée. À l'ère du marketing bruyant, LVMH choisit le mystère. Presque pas de grandes campagnes publicitaires, pas de promotion folle, pas de slogan tapageur. Pourquoi ? Parce que dans le luxe, trop parler le rend commun. LVMH préfère les histoires ciselées, le storytelling sélectif, les mouvements médiatiques subtils. Les défilés de mode ne sont pas juste des lancements, ce sont des événements culturels. Les directeurs artistiques deviennent des stars. La marque ne court pas après les clients, elle les fait venir. Et derrière ce silence, une armée d'experts en images et de stratèges du désir. Ce n'est pas de la publicité, c'est de l'ingénierie émotionnelle. Au centre de tout ça, une tour, un cerveau. Chaque décision majeure part de l'avenue Montaigne à Paris, le siège de LVMH. Bernard Arnault supervise personnellement les grandes manœuvres, entouré d'un cercle restreint. Le groupe fonctionne comme un conglomérat, avec une discipline que l'on retrouverait dans un grand cabinet de conseil. Chaque marque a sa propre identité, mais le cœur stratégique est hyper centralisé. C'est un équilibre entre liberté créative et contrôle chirurgical. Alors, que reste-t-il ? Tout est contrôlé. Du vignoble à la bouteille, de l'atelier au salon d'aéroport, rien n'est laissé au hasard. Ce n'est pas juste du business, c'est de l'architecture. Mais si vous verrouillez tout, scénarisez chaque mouvement, mettez en scène chaque instant. Que reste-t-il de l'art quand le luxe devient un système ? LVMH. Quand tu entends ce nom, tu penses tout de suite à l'univers du luxe. Sac à main iconique, champagne pétillant, montre d'exception. C'est l'image qui vient naturellement, non ? Mais derrière ces objets de rêve, il y a bien plus qu'une simple vitrine de produits raffinés. Aujourd'hui, LVMH, c'est un empire qui va bien plus loin que la mode ou la joaillerie. Le groupe s'est transformé en une véritable constellation de marques et d'activités, qui rayonnent à l'échelle mondiale. Par exemple, il investit massivement dans l'hôtellerie de prestige, avec des enseignes comme Cheval Blanc ou Belmont, où chaque détail respire l'exclusivité et l'art de vivre à la française. Mais ce n'est pas tout. LVMH imprime aussi son empreinte sur la presse et les médias, en possédant des titres majeurs comme Les Échos, Le Parisien et même Radio Classique. Le groupe influence ainsi la façon dont l'actualité est racontée et perçue. Dans la culture, c'est la fondation Louis Vuitton, un lieu d'art contemporain incontournable, ou encore la Samaritaine, ce grand magasin historique de Paris, entièrement rénové pour devenir un symbole du renouveau urbain. Franchement, LVMH, ce n'est plus juste un logo sur un sac. C'est une marque qui s'invite dans nos villes, nos esprits, nos conversations, et qui façonne notre quotidien, parfois sans même qu'on s'en rende compte. Aujourd'hui, ils ne vendent plus seulement des objets de rêve, mais carrément une vision du monde, une manière de voir et de vivre, qui influence nos envies et nos aspirations. Tu bois un verre entre amis ? Derrière la bulle, il y a souvent LVMH. Tu lis les news le matin, sur papier ou sur ton smartphone. LVMH est là aussi, en coulisses. Tu flânes au musée, tu découvres une expo ? Encore LVMH, qui soutient et expose les plus grands artistes contemporains. Mais attention, ce n'est pas juste du luxe et du glamour. Non, c'est aussi une question d'influence, de pouvoir, de soft power à la française. LVMH, c'est aussi du pouvoir symbolique et politique. Le groupe pèse dans les décisions, dialogue avec les élites,
et façonnent l'agenda culturel et économique. Ils façonnent le goût, mais aussi les discours, en influençant les tendances, les débats, et même la manière dont on parle du luxe et de la réussite. LVMH s'impose comme acteur économique central, mécène d'art, prescripteur culturel et partenaire incontournable des grandes institutions. Bernard Arnault, le boss, dialogue avec les présidents, soutient des expos, finance la restauration de monuments historiques et s'affiche comme un acteur clé du patrimoine français. Ce rayonnement impressionne, mais il inquiète aussi. Car une telle puissance soulève des questions sur l'équilibre des pouvoirs et la diversité des voix. Quand une seule entreprise concentre autant de marques, de médias, de lieux de pouvoir, on se demande ce qu'il advient de la pluralité, de la concurrence et de la liberté d'expression. Les débats fusent. Sur la concurrence, sur l'indépendance des journalistes, sur la sincérité des engagements écologiques du groupe, qui communique beaucoup sur ses initiatives vertes. Certains crient au greenwashing, d'autres dénoncent une prise de contrôle silencieuse du débat public, où l'image prime parfois sur la réalité. Quand tout appartient à un même groupe, qu'est-ce qu'il reste de la diversité? La question se pose, et elle est loin d'être anodine. Aujourd'hui, LVMH est partout, dans nos flûtes, sur nos poignets, dans nos rues, dans nos musées, et jusque dans nos conversations quotidiennes. Il façonne le goût, oui. Il fabrique l'idée même du luxe, et influence la manière dont on rêve, dont on consomme, dont on imagine le beau. Intouchable. Sûrement. Mais à quel prix? Cette position dominante interroge sur la frontière entre admiration et inquiétude. Peut-on vraiment régner sur le désir, sans en trahir l'essence? La question reste ouverte, et c'est peut-être là tout le paradoxe du luxe à la française.